Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci de votre invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc, tu es ingénieur, navigateur, entrepreneur et surtout un pionnier de la transition écologique dans le transport maritime avec Neoline, la société que tu as cofondée et dont on va parler du coup aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir en fait qui est Jean Zanoutini, en dehors de cette fonction de DG et en dehors de ce titre d'innovateur de l'année. Je te propose qu'on commence par parler de toi. Donc, tu es alsacien d'origine. Oui, tout à fait. Tu ne viens pas du tout d'ici. Non, exactement. Je suis un terrien à la base. C'est ce que j'allais te dire, parce que du coup, ta vie professionnelle t'a conduit des mers au chantier naval. Et du coup, je voulais savoir à quel moment cette passion pour la navigation et l'ingénierie est venue dans ta vie. Je pense que très tôt, j'ai eu envie de voyager, de voir le monde. Et pour moi, quand j'étais ado, ce qui me faisait le plus peur, c'est de me dire que j'allais faire ma vie dans un rayon de 50 km autour de là où j'étais né. C'était quelque chose qui m'effrayait vraiment. J'avais toujours été attiré à la base plutôt par l'aviation, parce que c'est vrai qu'en Alsace, c'est plutôt ce type de secteur auquel on va penser naturellement. Puis j'ai découvert, quand j'étais au lycée, la formation marine marchande qui m'a énormément plu. Pendant une semaine de stage, quand j'étais en première, un petit peu visiter mon premier cargo, etc. Et du coup, ça m'a vraiment motivé très fort pour embarquer. Et vraiment, ce qui me séduisait, c'était de voir le monde d'une façon différente, pas comme un touriste. C'est-à-dire d'aller voir des endroits qu'on ne voit pas quand on est touriste. C'était vraiment ça qui m'attirait. Et évidemment, une attirance très forte aussi pour les aspects techniques. C'est vraiment passionnant parce que un navire, un avion, ces engins regorgent d'énormément de choses et ça me motivait énormément. Et justement, quand est-ce que tu as compris que tu pouvais mêler ces deux passions, l'ingénierie et le transport maritime ? Clairement, dès qu'on embarque sur un navire, on comprend très vite que c'est avant tout un environnement extrêmement technique, un site industriel finalement, avec des tuyaux, des machines, des vannes, parce qu'on doit pouvoir vivre à bord d'un navire de commerce en autonomie pendant un mois ou deux. Et donc ça suppose finalement énormément d'appareils et la découverte de tout ça, et pour quelqu'un qui est passionné de technique, c'est vraiment génial. Tu pourrais justement nous retracer un peu ton parcours ? J'ai présenté en fait le concours de la marine marchande en terminale. Je l'avais beaucoup préparé en amont d'ailleurs. Et du coup, j'ai été reçu et je suis arrivé à l'école au Havre. À l'époque, ça s'appelait l'École nationale de la marine marchande. Maintenant, ça s'appelle l'ENSM, École nationale supérieure maritime, pour la formation d'officier de première classe. Et donc après le bac S. Donc c'est 3 ans de formation initiale. La première année, je l'ai faite au Havre, les 2 suivantes à Marseille. Et ensuite, il y a 2 ans embarqués. Alors pendant les 3 premières années, il y a quand même 3 mois embarqués, histoire de quand même voir un peu ce que c'est qu'un bateau en vrai, pas que être à l'école. Et ensuite, il y a au moins 2 ans, voire 3 ans embarqués pour valider des temps de navigation et obtenir un premier brevet d'officier de quart. Et ensuite, au bout de au moins 8 mois ou 9 mois d'officier de quart, on peut aller en dernière année de formation, ce qui nous donne accès au diplôme final, diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et qui permet, là aussi, avec des temps de navigation, d'accéder au poste de second mécanicien, chef mécanicien, et ou second capitaine et capitaine. Et donc, moi, j'ai suivi toute cette formation. J'ai surtout navigué à la compagnie maritime nantaise, première connexion avec Nantes. À l'époque, en tout cas, on pouvait faire beaucoup de choses. Notamment, j'ai eu la chance de participer au transport de la fusée Ariane 5 entre l'Europe et la Guyane pendant plusieurs années. J'ai fait aussi du transport de matériel des armées françaises qui vont sur les bases à l'étranger et dans les dom-toms, ou encore naviguer à bord du 3-mât Belém, puisqu'à l'époque, la maritime nantaise faisait la gestion technique et armement du navire pour le compte de la fondation Belém. Et du coup, des marins de commerce qui venaient des cargos se retrouvent à bord d'un navire de plus de 100 ans à propulsion vélique. Et ça a été mon premier vrai contact avec la voile.
en 2005. C'est vraiment un navire exceptionnel, Belém, qu'on apprend à connaître. J'ai eu la chance de naviguer 4 mois à bord de ce navire, en 2 embarquements, une fois en 2005, une fois en 2006. C'est un navire donc construit en 1896 à Nantes, au chantier du Bijon. Le dernier 3-mâts français, enfin le plus vieux 3-mâts français en service, dernier 3-mâts carré, 3-mâts barque, pardon, pour être plus précis. Et c'est le plus vieux 3-mâts d'Europe. Qui navigue. Donc c'est vraiment un navire exceptionnel, même au niveau mondial. En coque en acier, et c'était un cargo à l'origine. Beaucoup de grands voiliers qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas des cargos, ont été construits au début du XXe siècle pour des navires écoles. Là, c'était un cargo qui était conçu pour transporter du chocolat entre Belém, au Brésil, d'où son nom, et Nantes pour la chocolaterie Meunier. Et c'est un navire qui a une histoire absolument fabuleuse. Il a survécu à l'éruption de la montagne Pelée, il a survécu aux 2 guerres mondiales, il a été anglais, il a été italien. C'est vrai que en plus c'est une histoire qu'on connaît peu, nous les Nantais. Peut-être. C'est un patrimoine, c'est un navire du patrimoine, mais quand on arrive à bord, au bout d'un certain temps, il y a ce qu'on appelle l'effet Belém. Qu'est-ce que c'est que l'effet Belém ? L'effet Belém, c'est que ce navire, il envahit les personnes qui passent du temps à bord. Alors pas toutes, ça marche pas toujours, mais il s'insère chez vous, et il vous habite pendant que vous êtes à bord. Et il y a vraiment un lien assez fort, et puis ça met tout le monde dans des configurations particulières. Quelque part, on est tous un peu humbles devant cette réalisation exceptionnelle qui, donc aujourd'hui, a plus de 130 ans, qui est passée justement, qui est porteuse de toute cette histoire, de tous ces passages, et on a le privilège de pouvoir se rendre un peu compte, essayer de se rendre un peu compte de ce que pouvaient vivre les personnes à cette époque-là, de se rendre compte aussi à quel point c'était ingénieux, c'était intelligent, c'était extrêmement bien conçu. Puis on fait des rencontres superbes. C'est à bord de Belém que j'ai rencontré ma compagne, et mère de mes enfants, donc c'est quand même extrêmement important. Et puis c'est à bord de Belém qu'a germé la conviction que le vent pouvait jouer un rôle à nouveau pour la marine marchande, alors que technologiquement on est vraiment sur des choses qui datent, mais clairement pour moi, c'est un cofondateur. Belém est un cofondateur de Neoline. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ? C'est bien qu'on ait un peu le temps parce que c'est long. Ouais, alors c'est surtout que c'est une démarche qui n'était pas une évidence au départ. C'est-à-dire que se sentir autorisé à créer un armement quand on est marin de commerce, c'est pas forcément une évidence si on n'a pas dans sa famille déjà connu ça. Et surtout, c'est une histoire collective. C'est-à-dire que c'est pas un matin, je me suis pas dit Eureka, on va faire ça, pas du tout. C'est une histoire une gestation, quoi, vraiment qui a duré assez longtemps, qui du coup prend ses racines dans ces embarquements à bord de Belém pour moi, mais aussi d'autres gens qui ont navigué à bord de Belém. Michel Péry, qui est un cofondateur, il a commandé Belém pendant des années, pendant presque 20 ans, mais jamais uniquement. Donc il faisait aussi il embarquait aussi sur les cargos. Mais une fois ou 2 par an, il faisait un embarquement à bord de Belém. Et Michel, je l'avais rencontré sur les cargos. Et après, je l'ai revu sur Belém. Et donc finalement, il y a cette passation par ce navire où finalement on se rend compte qu'on doit utiliser la voile dans notre contexte professionnel, et à la base on n'était pas parti pour ça. Donc il y a cette première étape, et puis un journaliste en 2005 passe un super moment à bord et recontacte Michel Péry quelques temps après en disant « J'ai une idée, je vais transporter du vin vers l'Irlande avec un voilier ». Et j'ai dessiné un premier projet, je sais plus, le voilier faisait 18 mètres ou 22 mètres. Michel lui a dit « C'est vachement bien, par contre on va faire plus grand, on va faire 50 mètres ». Et quand c'est Bénédicte, ma compagne, a eu vent de ce projet, elle s'est tout de suite portée candidate pour nous deux, et on s'est greffé sur ce projet. Et a été créée la compagnie de transport maritime à la voile, où l'idée était de transporter du vin du Languedoc vers l'Irlande, en voilier. Et on a affrété 5 fois des voiliers traditionnels qui étaient capables de transporter du vin en palette, donc avec un vrai panneau de cale dans lequel on peut utiliser une grue pour charger du vin. C'était un peu notre critère de sélection. Malheureusement, on n'a jamais réussi à gagner de l'argent avec ça. On a affrété des navires, mais à chaque fois, c'était compliqué. Opérationnellement, c'était compliqué. Et donc on a décidé, avec la crise économique en 2008 en plus, qui a frappé assez durement en Irlande, fin 2009, d'arrêter CTMV. On était convaincus qu'on s'était avant tout mal pris,
mais qu'on n'avait pas prouvé que la voile ne pouvait pas jouer un rôle pour le transport maritime. Et donc on a décidé de redémarrer quelque chose, mais qui soit beaucoup plus représentatif de ce qu'on avait en tête vraiment, c'est-à-dire un transport à l'échelle industrielle et qui utilise principalement la propulsion par le vent. Et on avait un collègue québécois, un contact québécois, qui voulait continuer ce projet aussi, et qui nous a invités, je me souviens, en mars 2011, à un salon à Montréal. Et donc il fallait qu'on présente un projet en mars 2011, et on était en décembre 2010. Et en 3 mois... Vous étiez toujours les 4 sur le projet ? On était 9 cofondateurs. Et en 3 mois, on a monté l'ADN, le concept de Neoline, avec un premier projet. Le navire faisait que 95 mètres, mais c'était déjà un navire roulier. Qu'est-ce que c'est un navire roulier ? Alors, un navire roulier, c'est un navire qui a une porte à l'arrière, qui se pose sur le quai, qui permet de charger en roulant comme à bord d'un ferry. Okay. Donc, c'est une manutention horizontale, par opposition à la manutention verticale. Et quand on a des mâts et des voiles, l'horizontale est quand même plus facile à gérer. Donc on est arrivé avec ce concept navire roulier 95 mètres, propulsé principalement par le vent, mais qui va moins vite, qui fait de la sobriété énergétique. Et on a commencé à le proposer en 2011 à ce salon. Et on a décidé donc de créer une association, puisqu'on était 9 du précédent projet à vouloir reprendre celui-ci. Tous issus de la marine marchande. Alors, sauf pas ce complètement journaliste. Tous. Il y a des gens qui ont un trait au maritime, mais qui ne sont pas que des marins. Voilà. On était, je pense que sur les 9, on devait être 5 marins. Et donc, on a créé l'association Neoline en 2011. Et on a réfléchi un peu entre nous sur comment peaufiner ce concept. Et en 2015, on a créé la société pour commencer à demander à l'extérieur ce qu'ils en pensent finalement. Commencer à acheter des études techniques pour vérifier ce qu'on avait calculé et commencer à essayer de trouver des clients, savoir sur quelle ligne on pouvait installer ce projet. Donc à partir de 2015. Et à partir de fin 2016, j'ai commencé personnellement à m'y consacrer à temps plein. Et puis petit à petit, et aujourd'hui le navire est quasiment achevé. Et en 2015, donc l'idée du Neoliner, le nom du navire, tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que c'était déjà cette idée ? Ou est-ce que vous l'avez fait évoluer, est-ce que tu l'as fait évoluer dans le temps ? Le concept de base, il date vraiment de 2011. L'idée vraiment de base, c'est de dire, à l'époque, en fait, on voyait déjà des projets qui s'intéressaient à la réduction de l'impact écologique. C'était tout début en 2011. Mais les faits scientifiques étaient déjà là sur le réchauffement climatique. La conscience générale l'était moins. Mais il y avait déjà des ingénieurs qui se penchaient sur quelles solutions technologiques on pourrait apporter pour réduire l'impact du transport maritime. Nous, ce qu'on voyait, c'est surtout justement des solutions technologiques et on était convaincus que ça devait être accompagné aussi de solutions opérationnelles, de façon de gérer le navire. Et ce qui nous intéressait, c'est de dire, on a déjà des technologies qui, si elles sont correctement mises en œuvre, peuvent permettre d'aller très loin dans la décarbonation et quand même d'être efficaces dans le transport. Et c'est pour ça que les 2 piliers qu'on a et qu'on a toujours aujourd'hui, c'est la sobriété, et notamment la sobriété, c'est la vitesse. Donc quand on réduit la vitesse de 15 nœuds à 11 nœuds, sur la taille du navire qu'on construit en ce moment, on divise par 2 le besoin d'énergie pour le même trajet. C'est une mesure opérationnelle. Et l'usage du vent en propulsion principale, qui aujourd'hui est devenu possible grâce au routage météorologique. Et donc en combinant les deux, on vise à diviser par 5 la consommation de fuel. Et ça, cette vision-là et cette ambition-là, elle date de 2011. Ce qui a changé, c'est que dans les premières années, on est parti de 95 mètres, puis le navire a un peu grandi. Puis en 2012, il faisait 136 mètres. Ensuite, on n'a plus changé ça. Après, c'est quelques configurations à l'intérieur, mais surtout un élément clé, c'est le gréement, le système de voile, qui au départ, on avait prévu quelque chose avec 4 mâts, ce qu'on appelait un gréement duplex, avec des voiles, donc il y avait 8 voiles en tout, et les voiles faisaient 650 mètres carrés pour les grands voiles. Et au total, on faisait 4300 mètres carrés, des mâts qui n'étaient pas extrêmement hauts, mais quand même rabattables, parce qu'on montait presque à 70 mètres de tirant d'air. Donc il fallait quand même les rabattre pour passer sous les ponts. Fin 21, Chantier Atlantique avait développé de son côté Solid Sail. Donc Solid Sail, c'est une innovation des Chantiers Atlantiques qui a pu être vue par notamment les Nazériennes et Nazériens avec un démonstrateur qui était positionné sur le terre-plein au Chantier Atlantique. Mais alors pour ceux qui n'ont pas vu, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? C'est un mât autoporté, c'est-à-dire qu'il tient uniquement sur son pied.
avec un balestron. Donc le balestron, c'est une baume, à la fois une baume vers l'arrière et vers l'avant. Et l'ensemble peut tourner à 360 degrés. Et ce mât donc, est équipé d'une voile solid sail, qui est une voile constituée en panneaux de carbone avec de la fibre de verre. Donc c'est des panneaux qui sont semi-rigides. C'est pas du tissu, c'est pas aussi souple que du tissu, mais ça prend quand même de la forme dans le vent. Et puis un foc, lui, qui pour l'instant est encore en tissu. Et du coup, ce système est rabattable. C'est-à-dire qu'il peut pivoter de 70 degrés pour réduire là aussi le tirant d'air et passer sous les ponts. L'intérêt du système, il y en a plein, mais le premier intérêt, c'est que la voile en panneau, elle promet une durée de vie qui est de 20 ans et plus, alors qu'une voile classique, c'est plutôt 2-3 ans. Ah oui, ok. Donc là, il y a un gain énorme. Ouais. Puis l'autre intérêt, c'est qu'avec un système autoporté, on peut pivoter à 360 indifféremment. Et donc, c'est beaucoup plus facile à gérer, y compris en termes de sécurité, qu'un gréement classique qui, à certaines allures, peut conduire à des difficultés. On peut casser du matériel plus facilement. Là, c'est moins le cas sur un gréement à 360, parce que, notamment, on peut envoyer, sans changer le cap du navire, on peut envoyer les voiles. On a juste à mettre les balestrons dans l'axe du vent et on peut envoyer sans que le navire doive changer de cap, ce qu'on ne peut pas faire avec un gréement classique. Donc on a fait ce changement qui est un changement assez majeur, fin 21, début 22. Et donc ça, c'est, on va dire, je pense, le plus gros changement qu'il y a eu sur le projet. C'était le plus gros challenge technologique ? Le plus gros challenge, il est maintenant. Ouais. Et il est dans les semaines qui arrivent là, pour nous. Parce que maintenant, on a assemblé un ensemble de technologies, de briques, etc. Et maintenant, il va falloir les utiliser de façon efficace. Il va falloir trouver la bonne façon d'utiliser ce navire, en sécurité bien sûr, remplir nos objectifs d'opération, mais en plus en chercher le maximum de performance. C'est là maintenant qu'on a le vrai challenge, parce qu'on doit analyser les données et voir comment ça se reflète dans nos process, etc. Parce que les challenges technologiques étaient plutôt pour nos partenaires techniques, comme Chantier d'Atlantique, qui ont développé cette solution, et ça a représenté pour eux un investissement énorme. Mais c'est celui de Chantier Atlantique. C'était le cas aussi pour Fourré-Lagadec, par exemple, une société du Havre, à qui on a demandé de nous faire des ailerons anti-dérive. Donc c'est des ailerons qui vont sous la coque pour empêcher le navire, quand on remonte au vent, de dériver. Et on voulait des ailerons qui soient à la fois très grands, rétractables, donc qui puissent rentrer dans la coque, et orientables. Et donc ils ont développé ce système. Alors c'est dérivé d'un système de stabilisateur qu'on connaît déjà, mais voilà, ils ont fait vraiment ce développement. Donc là, par exemple, il y a eu un challenge spécifique pour eux. Nous, on a eu un challenge industriel, trouver le chantier qui accepte de prendre une responsabilité pour nous livrer tout ça. Donc le bateau, il fait 136 mètres de long. Tu disais, il y a 3 km² de voile pour le propulser. Il va à quelle vitesse ? Alors la vitesse commerciale sur laquelle on se base, c'est 11 nœuds. C'est-à-dire que c'est la vitesse en prenant une route la plus courte entre les différents ports d'escale. Et la route la plus courte, d'ailleurs, elle est courbe, à cause de la rotondité de la Terre. Maintenant, sa vitesse réelle, elle va être variable, parce qu'on va chercher le vent, donc on va faire du routage. En moyenne, on prévoit d'être plutôt entre 12 nœuds et 12 nœuds 5 en moyenne de vitesse surface, mais en faisant un peu des zigzags, pour aller chercher le vent et tirer la meilleure énergie. Et l'enjeu, c'est ça, c'est à la fois chercher un maximum d'énergie du vent et arriver à l'heure. Tu parles justement, on imagine bien que vous êtes très météo-dépendant, tu parles de routage. Comment est-ce que vous gérez ça justement ? Alors le routage météo, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui finalement remet au goût du jour l'usage de la voile pour la marine marchande. Ce qui a tué la voile dans son match avec la vapeur puis avec le pétrole, c'est l'imprévision. C'est-à-dire que les navires à voile étaient moins chers, il y avait moins de monde à opérer que sur les navires à vapeur, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'ils avaient énormément perfectionné les gréements, et ils étaient très souvent plus rapides, mais ils étaient parfois beaucoup plus lents. Et on ne savait pas dire quand est-ce que le navire allait arriver. Et dans un monde qui s'industrialise, cette incertitude, c'était vraiment quelque chose qui est devenu problématique de plus en plus et a fait la marine marchande à voile. Alors, il y a eu d'autres facteurs aussi, notamment quand le pétrole est arrivé, il y a vraiment eu un saut technologique aussi, passer du charbon au pétrole, qui a vraiment conduit la voile à disparaître. Mais l'enjeu de la ponctualité était vraiment important. Mais à l'époque, on ne savait pas faire parce qu'on n'avait pas de météo. Maintenant, on a une météo disponible partout, tout le temps, et qui est de plus en plus fiable, et à laquelle on peut accéder en mer, et qui va nous donner des prévisions qui sont très fiables à 2-3 jours, et puis quand même des bonnes tendances sur 8 jours, voire 10 jours. Et du coup, on peut, en combinant ça avec des systèmes de simulation, simuler toutes les trajectoires qu'on pourrait choisir, et sélectionner celle qui est la plus prometteuse.
Et donc ça, c'est une technique qui vient de la course au large, qui a été développée et qui a joué un rôle très important dans l'amélioration en fait, des temps qu'on a pu constater toutes ces dernières décennies, des différentes courses au large pour faire un tour du monde, le Vendée Globe, etc. Et ça a commencé donc à aller vers les navires de commerce pour essayer là aussi de trouver des optimisations. Et donc l'usage de ce système de routage nous permet d'aller, tout en arrivant à l'heure, chercher un maximum de vent sur la route. C'est ça l'enjeu. Vous allez embarquer quoi sur le bateau ? C'est un navire de commerce fret, principalement. Comme j'ai dit, roulier. Alors roulier, ça veut dire qu'il est très polyvalent du coup, puisqu'on peut charger tout ce qui roule déjà, donc voiture, camion, engin, mais aussi tout ce qu'on peut mettre sur une remorque et rouler à bord. Donc le navire est particulier dans la mesure où il peut accepter des colis jusqu'à 9,80 m de haut et 12 mètres de large, et 200 tonnes, donc on peut prendre quand même des colis qui sont assez exceptionnels. Mais on transportera aussi des conteneurs mis sur des remorques qu'on amène à bord. On transportera aussi donc des bateaux pour Beneteau, par exemple, des engins de manutention pour Manitou. Également, les conteneurs, ça va être pour parmi nos gros clients, on a Annecy, La Fournée Dorée, Longchamp, Clarins. Il y a aussi beaucoup de fret pour Saint-Pierre-et-Miquelon. On espère que ça aura beaucoup de succès puisque notre route ira à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà un panel assez large en fait de produits. On mise pas mal sur la polyvalence. Oui, et la route, ce sera une transatlantique. Voilà, la route, elle part de Saint-Nazaire, elle va à Saint-Pierre-et-Miquelon, 8 jours après. Ensuite, 4 jours après, on est à Baltimore. Au retour, on a l'option de s'arrêter à Halifax, s'il y a du fret. Ensuite, on repasse à Saint-Pierre-et-Miquelon et on revient à Saint-Nazaire. Notre objectif est que la rotation dure 28 jours. Donc qu'on puisse avoir un départ toutes les 4 semaines. C'est l'objectif opérationnel qu'on a. On regarde aussi une escale optionnelle à Cork au sud de l'Irlande, parce que c'est pas très loin sur la route du retour. Justement, je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur le transport maritime, parce que moi j'ai découvert en préparant ton interview que ça représentait 3% du commerce mondial, 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et 90% des échanges du commerce mondial. Ce qui est presque autant finalement d'émissions à effet de serre que le transport aérien. J'avais vraiment pas en tête cette info-là. Est-ce que pour toi il y a urgence justement à mettre en place des solutions pour pallier à tout ça ? 3% c'est beaucoup et peu. C'est beaucoup parce que c'est l'équivalent, comme tu l'as dit, des émissions de l'aérien, c'est aussi l'équivalent des émissions d'un pays comme l'Allemagne, c'est plus que la France du coup, donc c'est quand même significatif. On peut pas, voilà. Mais quand on dit que c'est grâce à ça qu'on transporte 90% des marchandises dans le monde, on se rend bien compte que c'est extrêmement efficace énergétiquement. Et ça, c'est quand même important de le dire, c'est que le transport maritime est déjà très efficace énergétiquement, même fossile. Mais l'enjeu qu'on a devant nous, c'est de réussir à avoir une société neutre en carbone le plus vite possible. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui peut s'arrêter. On n'est pas sur quelque chose qui, tout d'un coup, c'est bon, on a rempli notre objectif et donc il n'y a plus d'enjeu. L'enjeu du carbone, de mon point de vue, c'est qu'il faut se battre pour réduire nos émissions parce que toutes les réductions des émissions vont permettre de limiter le réchauffement climatique et vont permettre de limiter les impacts. Ça veut dire qu'on ne doit jamais arrêter de chercher à réduire nos émissions, quand bien même on serait au seuil de je ne sais pas quel organisme, l'objectif ça doit être neutre, voire même négatif pour essayer de restocker un peu de carbone dans l'atmosphère, mais aussi que la bataille n'est jamais perdue, c'est-à-dire qu'il faut continuer à se battre, même si c'est pas cette année, si c'est l'année suivante, l'année d'après, à chaque fois qu'on réussit à réduire des émissions, on gagne sur la dérive climatique et sur les impacts sur l'ensemble de la biosphère. Alors le maritime là-dedans, c'est un secteur industriel donc, qui a sa part, qui est finalement relativement limité, mais nous, c'est notre domaine d'usage, d'expertise, et donc on intervient dans ce domaine-là, parce que c'est celui dans lequel on est, et sur lequel on a, une certaine connaissance, et je crois que tout le monde devrait faire pareil dans son domaine de compétences. Et tu parlais tout à l'heure de tes clients, on reconnaissait des grands noms de l'industrie française comme Renault, Clarins, Annecy. Ça a été facile de les convaincre de vous suivre dans cette aventure ? Un super voyage, une super aventure de les convaincre. Vraiment, parce que quand on arrive avec un projet comme ça, surtout il y a 10 ans, 13 ans, on est un peu iconoclaste quand même dans ce qu'on propose. Transporter sur un navire à voile, même en 2015-2016, c'était pas du tout quelque chose de complètement envisagé.
Mais très vite, on a rencontré des personnes qui ont adhéré à l'idée et du coup nous ont aidés à améliorer notre projet pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est extrêmement motivant et ça a été finalement notre carburant pour l'ensemble du projet parce que quand on allait voir nos clients, ça nous regonflait. Parce qu'on se rendait compte qu'on se battait pour eux et qu'il y avait un vrai intérêt. Ça nous rappelait qu'on n'était pas tout seul à y croire. Et vraiment, bien entendu, les engagements des clients sont essentiels pour réussir à obtenir un financement sur un projet comme ça. Donc c'était de toute façon sine qua non, mais même en termes d'équipe, de direction, etc., ça a été extrêmement fort. Aujourd'hui, donc j'ai lu que vous étiez une demi-douzaine d'armateurs en France à travailler justement sur ce type de projet, sur le sujet de la décarbonisation du transport maritime. On sait que la guerre des prix et la course à la taille dominent dans ce secteur. Est-ce que tu penses que des modèles comme Neoline peuvent perdurer et peuvent justement influencer ce marché? J'en suis évidemment convaincu. Notre enjeu, c'est de préfigurer un transport qui rentre dans les limites planétaires. Il n'y a pas que le sujet atmosphérique, il y a d'autres éléments sur les limites planétaires, mais l'objectif, c'est de rentrer dans les limites planétaires. Ce projet-là, qui préfigure un monde post-carbone, il doit être adaptable aussi au monde carboné d'aujourd'hui. Et donc c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'à la fois il faut pouvoir tirer son épingle du jeu dans l'organisation actuelle du monde, tout en étant sérieux sur la direction à donner pour l'après. Dans notre approche économique, on a des navires qui globalement coûtent 30% plus cher, sont 30% plus lents, et en échange, ils divisent par 5 la consommation de fuel. Voilà. Et par rapport à un navire conventionnel de même taille, au prix du pétrole actuel, on est dans les mêmes eaux en termes de coûts. Donc ça déjà c'est intéressant parce que on sait que y a une tendance lourde qui va conduire à l'enchérissement de l'énergie et donc devrait nous améliorer nos conditions de compétition par rapport à des navires conventionnels de même taille. Mais le de même taille il est important parce que sur les lignes sur lesquelles on se positionne et sur lesquelles on est les plus performants en termes véliques, c'est-à-dire notamment la transatlantique, nos concurrents, les armateurs classiques, ont des navires qui sont plus grands. Et donc il y a un effet d'échelle. Et c'est là où on peut avoir des difficultés, c'est justement quand on se compare à des grands navires, déjà au niveau du prix évidemment, mais même au niveau du CO2, où les grands navires, quelque part, de par l'effet d'échelle, ils arrivent à réduire assez fortement leur indice d'émission. Alors ça dépend après évidemment des secteurs et des navires. Du coup, nous, pour se distinguer de ça, on a choisi deux choses. Un, la polyvalence dans les marchandises transportées, c'est-à-dire qu'on va transporter aussi des marchandises qu'on ne peut pas transporter dans des conteneurs. Donc ça nous permet de toucher des marchés qui sont moins en tension, moins en compétition. Et on va aussi se mettre sur une ligne secondaire qui aujourd'hui n'existe pas, pour créer un avantage aussi sur le préacheminement pour des chargeurs proches de nos ports. Donc par exemple, Manitou, qui produit la majorité de ses produits à Ancenis ou Candé, enfin voilà, dans le Grand Ouest, eh bien ils ont que 100 km à faire pour rejoindre Saint-Nazaire et charger avec nous. Là où aujourd'hui, ils chargent parfois au Havre, mais souvent à Zeebrugge, et donc il y a un trajet terrestre beaucoup plus long. Et du coup, là, c'est intéressant parce qu'on économise à la fois sur la partie maritime avec Neoline, mais en plus, on économise sur la partie terrestre. Et donc, on va chercher à la fois à se distinguer sur le type de fret et sur les destinations. Donc aujourd'hui, notre modèle, on est convaincu qu'il peut se développer sur tout un tas de lignes secondaires. On peut créer comme ça des raccourcis dans la logique de hub avec des clients des Interland. Il ne faut pas se mettre en concurrence directe avec les grandes lignes parce qu'elles sont plus efficaces parce qu'elles ont un effet d'échelle énorme. Et moi, je suis absolument convaincu que dans les conditions actuelles, on est capable comme ça de se développer ligne après ligne, de créer comme ça ces synergies. Alors ça va être un rythme, je dirais, petit à petit, de développement. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a vraiment un beau développement par rapport à ça. En attendant que le monde change, et je dirais s'adapte vraiment aux limites planétaires, cela arrivera, on ne sait juste pas quand. Et quand le monde, je dirais, aura changé d'époque, sera effectivement dans une trajectoire de correspondance aux limites planétaires, alors je pense que les solutions qu'on aura développées, qui se seront améliorées entre-temps, parce qu'on pourra faire des bateaux plus gros demain,
pourront plus facilement se généraliser. Et alors, ce serait quoi les leviers stratégiques pour que le transport à la voile, tu vois, redevienne une vraie stratégie, justement? Tu disais donc un changement du monde, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Alors, il y a aussi le levier de la progression technologique, bien sûr. C'est-à-dire que là, Neoliner Origin, notre premier navire, c'est un navire pilote. On dit que c'est un navire pilote. Ensuite, il y a énormément d'augmentations incrémentales qui vont arriver. Donc, notamment, on va agrandir la taille, on va pouvoir se spécialiser dans certains frets et puis commencer à aller sur des niveaux, pas de massification aussi grande que des porte-conteneurs de 400 mètres de long, mais quand même à des niveaux d'industrialisation bien plus élevés que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Les systèmes véliques vont aussi se développer, s'agrandir, notre connaissance elle s'améliorera. Je prends un exemple, voilà, les voiles de kite, donc tout le monde a peut-être en tête à quoi ça ressemble un kite pour les pratiques sportives. Ce concept-là, multiplié par 100 en termes de surface, peut permettre de tracter des navires. Bon, c'est extrêmement difficile à faire. Il y a 2 sociétés en France qui le développent, il y a Beyond the Sea et Airseas, donc qui développent chacun une vision du kite. Bon, si demain ça fonctionne, quand ça fonctionnera, eh bien, on pourra l'adapter aussi sur nos navires et aller utiliser non seulement le vent qu'on peut capter dans les 90 mètres au-dessus du pont, mais aussi à 250 mètres d'altitude. Et là, hop, on gagne à nouveau une performance. Donc on a en fait beaucoup de choses en progrès pour développer le domaine. Et alors je voulais aussi qu'on parle de financement de votre projet, parce que vous avez fait un choix original au tout début du projet, c'était de lancer une campagne de crowdfunding. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Alors, c'était pas au tout début, c'était en 2022, mais bien vu, effectivement, on a choisi. Parce que c'est original, j'imagine, dans ce secteur et pour ce type de projet, de lancer des campagnes comme ça. Oui, alors c'est quelque chose qui nous travaillait depuis longtemps, parce qu'on travaille dans un secteur industriel, mais on a la chance que les navires à voile, ça parle à pas mal de monde. Ça véhicule un engouement assez fort. On a la chance d'avoir une image, ces navires sont magnifiques, ça donne envie de se projeter. On se disait que même si on ne vend pas au grand public, quoique, on pourra parler des cabines passagers juste après si tu veux, mais même si en tout cas à première vue on ne vend pas au grand public, on n'a rien à leur vendre directement, on s'est dit que ça pouvait les passionner assez pour motiver certains à investir dans le projet, et donc on a souhaité le faire parce qu'on s'est dit que ça nous amènera une communauté aussi, ça créera de l'engouement, et en plus on avait besoin de sous pour financer ce premier navire, et donc le crowdfunding a levé un peu plus de 800 000 euros, donc qui ont participé à financer un petit bout du... Ce qui est énorme, mais j'imagine que ça n'a pas financé tout le projet. Non. Ça a été quoi vos autres sources de financement? Le budget global du projet, c'est un peu plus de 70 millions d'euros. Okay. Voilà, le premier navire. Et là-dedans, un peu plus de 60 millions, c'est le navire. Les 10 millions restants, c'est la technologie? Alors la moitié, c'est la garantie bancaire, j'y reviendrai. Et le reste, c'est tous les à côté, la gestion du chantier, les achats de matériel en plus, de remorques pour les transports, etc. Et puis avoir un peu de sous aussi au démarrage pour faire le BFR, comme on dit. Comment on a financé ça? Alors, ça ressemble beaucoup au financement d'une maison. Vous avez une part d'apport personnel et une part de prêt. Voilà, donc, et sur des navires comme ça, on va essayer d'avoir une part de prêt la plus grande possible. Et dans notre cas, on est à 25% de fonds propres, donc d'apport personnel, et puis 75% de dette. Pour la partie fonds propres, on a levé des fonds en capital, et là on a eu la chance d'intéresser un très grand groupe qui s'appelle CMA-CGM, qui a souhaité investir dans le projet. Il n'est pas majoritaire, mais il a accepté d'être le premier investisseur du projet, ce qui a permis de solidifier pas mal de choses, parce que ça a rassuré tout le monde aussi d'avoir un armateur historique qui s'y intéresse, et puis qui peut aussi nous aider et nous soutenir, parce que c'est quand même pas simple de démarrer ce type d'activité. On a également eu ADEM Investissement, donc c'est un fonds, c'est une agence de financement adossée à l'ADEM, donc public, mais qui investit comme un investisseur privé. Voilà, donc ils ont investi juste un peu moins que CMA-CGM, mais pas très loin. Notre société d'origine, Neoliner Développement, qu'on avait créée en 2015, a investi également dans le navire, et notamment grâce au crowdfunding, ça nous a aidé d'investir un peu plus. Et puis on a également Corsica Ferries, une société de ferry, dont le patron a trouvé le projet suffisamment séduisant pour souhaiter y investir un peu, et un acteur de Saint-Pierre-et-Miquelon, Hardy,
qui a également souhaité investir, aussi pour améliorer la desserte sur l'archipel. Donc tout ça, ça nous a amené ce qu'on appelle d'apport en capital. À ça, on a ajouté aussi un prêt de la région d'1,3 million et une obligation de la Banque des Territoires des Pays de la Loire, donc qui est une antenne de la Caisse des dépôts, qui nous a fait des obligations à 3,8 millions. Et donc cet ensemble-là, ça fait 25%. Et tout le reste, c'est la banque, c'est CIC qui est la montée de financement-là, et prêter 75% du besoin. J'imagine que ça développe une force de conviction aussi, non ? Oui, après, c'est aussi l'intérêt du pas de côté, parce que on dit on veut faire ça, on nous dit non. Ok, bon, est-ce qu'on frite ou est-ce qu'on fait le pas de côté ? On essaye de comprendre. Et donc ça a pris pas mal de temps. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que nos interlocuteurs aussi. Et puis, à un moment, il faut aussi se former. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut réussir à trouver une traduction entre la vision énergétique, ingénieur, voire business qu'on peut avoir, et ce qu'attendent des financeurs. Il faut réussir à faire cette passerelle-là. Et dans notre cas, c'est surtout moi qui l'ai fait, effectivement. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre comment traduire nos convictions, nos éléments dans des choses mesurables, entendables par les investisseurs et les financeurs. Je ne suis pas encore au bout d'ailleurs. Et si on revient au Neoliner, donc là, vous l'avez mis à l'eau pour la première fois en janvier 2025, donc là, cette année. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Alors, c'était vraiment une immense joie, hein. C'était un moment assez fort. On était toute l'équipe là-bas, il y avait pas mal de partenaires. Alors en plus, il y a eu une anecdote parce qu'il n'est pas parti comme on avait prévu. Ah bon ? Ouais, il y avait une cérémonie avec plus de 200 personnes. Il y avait Madame l'ambassadrice de France qui était présente. Il y avait également Madame la consul générale d'Istanbul qui était présente également. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il a été construit. Donc, en Turquie, oui, pardon. Turquie, ouais. D'où le navire est en construction en Turquie, au chantier RMK Marine. Et les voiles sont en construction à Saint-Nazaire. Ont été construites à Saint-Nazaire et acheminées là-bas pour être installées là-bas. Okay. À peu près 35% de l'investissement va à des entreprises françaises, un peu plus de 35%. Mais effectivement, pour des raisons industrielles, on a choisi de construire en Turquie, chez ce chantier RMK Marine. Et donc la mise à l'eau s'est passée là-bas. Et donc on avait plein de financeurs, des chargeurs également présents qui avaient fait le déplacement. Après la cérémonie, au moment de la mise à l'eau, le bateau n'est pas parti. Il a refusé de bouger sur son pan incliné là. Il a fait 20 cm et puis après plus rien. Non. Voilà. Ah la gosse. Et du coup, ils ont continué 1 heure, 1 heure et demie. Puis après, ils nous ont fait attendre. Enfin, on est allé attendre un peu plus loin pour les laisser travailler. On a retenté un peu plus tard. Il n'a toujours pas bougé. Du coup, on a fait une conférence de presse avec les journalistes pour leur dire voilà pourquoi il n'a pas bougé. Mais bon, ce sera bientôt le cas. Vous inquiétez pas, etc. Et le lendemain, on a retenté. Donc, ils ont fait venir 2 remorqueurs en plus pour tirer en bas parce qu'ils poussaient les chariots du haut avec des vérins hydrauliques. Et puis là, ils avaient fait venir 2 remorqueurs pour tirer le chariot du bas aussi. Et du coup, il partait toujours pas. Il y a un vérin qui explose. On devait partir à 16h pour récupérer l'avion. Le problème, c'est que déjà, beaucoup de gens étaient partis parce qu'ils n'avaient pas prévu de rester un 2e jour. Donc, on était plus aussi nombreux. Hein. Je pense qu'il y avait qu'1 tiers des personnes initialement présentes qui étaient encore là. Et du coup, on s'est mis à chanter vers 16h. Là, on devait partir, on devait prendre le bus et aller vers l'aéroport. On s'est dit, allez, hop, on est parti sur des champs de marins là, avec notre équipage. Et puis là, il est parti. Incroyable. Il est parti à l'eau, enfin. Et c'était avec cette tension accumulée, tout ça, c'était absolument... Ça devait être magique, du coup, ce moment où il est enfin parti. Et 10 minutes après sa mise à l'eau, on était dans le bus pour essayer d'attraper notre avion. En tout cas, on imagine bien le stress que tu as dû ressentir au moment où le bateau ne partait pas, quoi. Ouais. On avait surtout peur qu'il y ait un accident. En fait, on avait surtout peur que avec la pression, vous imaginez, 200-300 personnes qui attendent, il y a la musique et tout, il part pas. Ce dont on avait surtout peur, c'est que avec cette pression-là,
il y a un risque d'accident, quoi. Et aujourd'hui, alors, il en est où, le Neoliner ? Il est en cours d'achèvement, donc tous les mâts ont été installés, les voiles fonctionnent, moteur, etc. Et on a fait, il y a 10 jours, une première série d'essais en mer de Marmara, qui sont déroulés sur 5 jours, avec 3 jours d'essais plutôt sur le fonctionnement du navire, notamment prise de mouillage, mettre l'ancre, la récupérer, tout ça. Tout ce qui est moteur, vérifier capacité de manœuvre du navire. Et puis les 2 jours d'après ont été consacrés plutôt à l'aspect vélique. Et donc on a pu, il y a 2 semaines, naviguer pour la première fois sur le navire, même s'il n'est pas terminé encore à ce stade. Et c'était assez vraiment exceptionnel. On a appris énormément de choses. Très frustrant aussi parce qu'on voulait en voir plus, mais aussi très rassurant sur le comportement du navire qui est très très sain. Même sous voile, il prend très peu de gîtes. Et c'est vrai que c'est toujours cette théorie, ce qu'on imagine, et puis la réalité. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt fonctionner. Il y a certains comportements qu'on n'a pas tout de suite compris, mais en y réfléchissant après, ok, c'est logique et ça rejoint ce qu'on pouvait imaginer. Donc on est plutôt très très satisfait, mais on n'a pas encore assez vu pour être complètement certain qu'il n'y a pas de grosses surprises demain. Et puis il reste à le terminer, donc là le chantier il travaille fort. Il y a encore pas mal de travail, notamment sur les systèmes de panneaux de cale à l'intérieur pour c'est des systèmes pour le chargement, et on espère fin août une livraison pour avoir ensuite les débuts des rotations en septembre. Et ce serait quoi l'idée après, la prochaine étape ? Alors on veut faire déjà un deuxième navire, un sister ship. On voudrait doubler la fréquence de la ligne, parce que là, comme j'ai dit, avec un seul navire, on a un départ toutes les 4 semaines. Avec un deuxième, du coup, on pourra atteindre toutes les 2 semaines. De la même taille, la même configuration. Quelques petits ajustements, parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris, mais globalement, le même type de navire et de la même taille, la même capacité, parce qu'on pense qu'un départ toutes les 2 semaines, c'est la bonne fréquence pour cette ligne-là. Et ensuite, on travaille sur d'autres projets, sur d'autres lignes, sur l'étape d'après, c'est-à-dire des navires plus grands. On va sur des tailles de l'ordre de 170 mètres, donc on commence à avoir des navires qui sont assez grands, plus spécialisés sur certains marchés de fret, et donc qui sont capables d'aller se mesurer à des marchés un peu différents et d'autres lignes. Avant de les réaliser, on a besoin du retour d'expérience du premier. On a vraiment besoin de vérifier que nos modèles théoriques, ils prédisent bien, ou se trompent pas trop plutôt dans leurs prédictions par rapport à la réalité, parce que ce navire Neoliner Origin, il a fait à peu près 11 000 tonnes de déplacement, c'est-à-dire de poids total. Le plus gros voilier cargo jamais construit faisait 10 000 tonnes, et c'était France 2 au début du XXe siècle. Et donc on n'a pas en fait d'exemple de voilier de cette taille. Alors il y a des navires à voile plus grands mais ils sont des yachts ou des navires à passagers. Mais en cargo, il n'y en a pas. Donc vraiment, il y a ce côté, on a besoin de s'assurer qu'on comprend ce qui se passe, on comprend, et on a la théorie qui suit ça. Et du coup, on travaille aussi avec l'association Winship, qui regroupe tout le secteur, et aussi les universités, donc notamment à travers un projet qui s'appelle Ventfray 2, qui a un financement au niveau du gouvernement, avec des académies, pour tirer un maximum d'enseignements, et aussi faire évoluer la théorie. Parce que justement, entre la théorie et l'expérimentation, il y a des effets d'échelle qui parfois peuvent être surprenants. Tu portes ce projet d'innovation technologique et aussi écologique. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que ce projet dit de toi, de tes convictions profondes, de tes colères, de tes espoirs aussi. J'essaie de trouver la bonne distance aussi à titre personnel, puisqu'on part plutôt sur le côté personnel. Je suis conscient que c'est très important de distinguer le projet et moi. C'est vrai que j'en étais le porteur, on va dire, principal, le plus impliqué, mais jamais seul. Comme on le disait, dès le départ, on était 9 cofondateurs, etc. Donc, il y a toujours été un groupe. Donc, on a cette progression aussi collective. Même si je représente pas mal et je porte pas mal, c'est important d'avoir ça en tête. Et ça m'aide à prendre la distance aussi entre moi et le projet. Maintenant, c'est sûr qu'on est un groupe aussi où on a des convictions bien ancrées. On n'est pas une entreprise à mission pour autant, mais on a vraiment envie de contribuer. Enfin, on veut proposer finalement le transport maritime du futur vu par des marins écolos, quoi. Donc, mais c'est-à-dire à l'échelle aussi, c'est-à-dire industrielle, etc. Et je crois que ce que ça dit de nous, c'est qu'on est
on a envie de s'occuper de finalement rapprocher l'économie et les limites planétaires. Je crois que c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Ce qui nous rend aussi un peu passifs face aux enjeux de la transition écologique, énergétique, c'est qu'on ne voit pas comment on peut faire. On est quand même là, on lui dit il faut diviser par 5 nos émissions, etc., mettre en place plein de choses, changer plein de choses, arrêter d'acheter des produits en Chine, tout ça. Ouais, ok, mais concrètement, comment on fait ? Enfin, je veux dire, on ne voit pas le chemin, en vrai. Et il y a des gens qui y réfléchissent, mais c'est assez peu mis en avant. On parle beaucoup des petits gestes, couper l'eau quand on se brosse les dents, etc. Mais en réalité, l'enjeu, il est systémique. Et pour traiter un enjeu systémique, il faut proposer une voie concrète. Alors, on n'a pas ni les connaissances ni les compétences pour proposer une voie concrète pour l'ensemble des secteurs, mais en tout cas, dans notre domaine, on a souhaité incarner une voie qui est à la fois sérieuse sur les limites planétaires et en même temps essaie de proposer quelque chose qui pourrait être demain à l'échelle des enjeux économiques. Donc vraiment ce côté rapproché. Je crois que c'est vraiment ça le gros sujet qu'on a, c'est rapprocher ça. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment essayer de trouver cette voie-là, parce que comme ça peut être dit par pas mal de monde, et notamment Jean-Marc Jancovici par exemple, de toute façon, la cure d'amaigrissement, elle va arriver. On ne sait pas quand, mais elle va arriver. Et si on est capable de la préparer, ce sera beaucoup moins douloureux que si elle est complètement subie. Et donc, pour nous, c'est important de travailler là-dessus, et notamment de montrer à voir, je reviens sur la notion de futur désirable, que s'il y a du positif devant nous aussi. C'est pas que de la privation, etc., mais des belles choses en fait, des très très belles choses, des très très belles réalisations qui sont devant nous. Et je crois que ça, c'est chouette aussi à montrer. Je vais terminer ce podcast avec le lien que tu as aussi et que Neoline a avec Nantes. Déjà, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de lancer Neoline à Nantes ? Nantes, on a outre qu'on a donc Bélem, Nantais, outre qu'on a aussi un cofondateur, donc Philippe Bidot, qui a fondé avec Jean-Manuel Sauvé, Ponant, il y a plus de 30 ans, à Nantes. Et il fait partie de notre groupe. Donc il a créé un armateur en faisant un voilier, le Ponant, 88 mètres, voilier passager. Mais donc il y a vraiment une filiation à ce niveau-là avec Ponant, et à la fois Philippe et Jean-Emmanuel accompagnent le projet depuis pas mal de temps. Donc pour nous, c'était assez cohérent de s'inscrire un peu aussi dans ces pas. Et aussi, à Nantes, il y a un environnement marine marchande intéressant dans la mesure où on a à la fois des académies maritimes, des architectes navals, des équipementiers, et un chantier naval qui s'appelle Chantier Atlantique, qui permet d'irriguer tout un tissu économique autour de la réalisation de navires de commerce de grande taille. En l'occurrence, des navires à passagers. Mais on sait quand même ce que c'est qu'un grand navire de commerce, ce que ça veut dire, etc. Et ça, c'était quelque chose qui pour nous faisait beaucoup de sens. Et c'est pour ça qu'on a choisi de s'installer à Nantes en 2015. Je rebondis sur un point, parce que tu parles du Ponant, du coup ça me fait penser à ça. Tu as parlé tout à l'heure de cabines pour des touristes. On n'a pas creusé. Ce serait un projet dans les futures années ? Ah non, c'est déjà possible, en fait. Depuis le départ, on avait envie d'impliquer le public, et on est aussi convaincus qu'il y a des personnes qui sont conscientes des impacts environnementaux, qui savent que prendre l'avion, c'est ajouter aux difficultés, et qui pour autant souhaitent pouvoir continuer à voyager. Et donc, depuis le départ, on a prévu des cabines passagers dans le navire. On peut aller jusqu'à 12 passagers en tant que cargo. Après, on change de catégorie et c'est plus compliqué. Mais du coup, on avait introduit 6 cabines doubles dans le plan dès le début. Et donc, ces 6 cabines doubles sont toujours sur le projet. Et tout un chacun peut réserver une traversée dès maintenant sur le navire entre Saint-Nazaire et Saint-Pierre-Miquelon, ou Saint-Nazaire et Baltimore, ou le retour, ou la boucle complète si on veut. Et on travaille là-dessus avec un partenaire qui s'appelle Sailcoop, donc qui a développé plusieurs liaisons de transport à la voile. Et du coup, Sailcoop commercialise le transport à bord de Neoliner Origine. Ça coûte combien un trajet sur le Neoliner ? Alors, c'est pour aller... ça dépend. Enfin, il y a des variations saisonnières, mais globalement, il faut compter à peu près 3 000 €.
Par personne ? Oui, par personne, pour un voyage d'à peu près 13 jours. Vous allez jusqu'à Baltimore. C'est un petit peu plus court et moins cher si on va jusqu'à Saint-Pierre. En pension complète, bien sûr, nourri, logé, etc. Mais oui, c'est quand même une somme significative. Je reviens du coup sur Nantes. Est-ce qu'il y a eu des soutiens ou des écosystèmes ici qui vous ont aidé, qui ont été très moteurs dans ce projet ? Oui, beaucoup, bien sûr. Ah oui, il y a beaucoup de... Il y a un très grand dynamisme autour de Nantes et on a été beaucoup soutenus. Je peux citer notamment Atlampol qui nous accompagne et nous a incubés jusque-là. Donc il nous a aidés aussi par des formations, des rencontres à nous développer. Il y a également... on a été soutenu par la région, donc j'en ai parlé avec ce prêt régional, mais même plus amont, il y a un dispositif régionalisé BPI Région qui nous a permis de financer certaines études en amont. Donc on a été quand même pas mal soutenus. La ville également, au niveau de que ce soit la mise en avant ou sur la recherche de locaux. On a été quand même super accueillis. Bon, j'en oublie plein en plus, mais... Qu'est-ce que ce projet dit finalement de l'ADN maritime de Nantes, de Saint-Nazaire, de cette région ? Ce que ça dit, c'est que je trouve, moi, que le mix entre industrie, académie, entrepreneuriat, c'est très 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 fertile. On a absolument besoin de ce mix. Donc l'industrie, en fait, c'est hyper important. Et je suis vraiment convaincu que les fondamentaux du dynamisme régional, il est beaucoup dans l'activité industrielle, pas que maritime, qui existe dans le département et la région au sens large. Et je crois que en fait, ce mix d'activités, c'est vraiment quelque chose à continuer à développer, quoi. Et toi, à titre perso, qu'est-ce que tu apprécies à Nantes ? La ville est très dynamique, à titre perso, il y a énormément de manifestations et on a eu la chance de vivre il y a quelques semaines des Bords de Loire, par exemple, qui était un très très beau moment avec sur tout l'estuaire à la fois des navires du patrimoine et des bateaux fluviaux avec des petits et des grands, enfin c'est génial, et puis en même temps de la culture, de la danse, enfin je crois que cet événement particulièrement il représente bien aussi l'ambiance de Nantes, parce qu'il est accessible à toutes et tous, enfin il y a ce côté aussi qui permet de rassembler des gens d'origines différentes et de créer des passerelles aussi, des ponts entre des milieux qui se côtoient pas forcément souvent. Et on peut voir aujourd'hui avec le voyage à Nantes des sculptures étonnantes un peu partout dans la ville qui viennent questionner la personne qui passe à côté. Moi, j'apprécie beaucoup ce côté un peu impertinent aussi, et je trouve ça vraiment chouette. Et est-ce que tu as des adresses à partager aux auditeurs de Rayonante ? Alors comme adresse, je voudrais parler de la Maison des Hommes et des Techniques, qui est installée dans les anciens locaux des chantiers nantais, à côté des machines de Lille, donc sur l'île de Nantes, donc dans les anciens ateliers du Bijon. et du coup, cette Maison des Hommes et des Techniques, elle retrace le passé industriel de construction navale sur Nantes et Saint-Nazaire, avec des très belles choses à voir. C'est entrée libre également. Il y a vraiment un travail formidable qui est fait par l'équipe là-bas pour justement donner à voir un peu cette historique, mais c'est pas que ancré dans le passé, il y a aussi des expositions temporaires qui parlent aussi de la liaison avec le futur, et notamment là-bas il y a une maquette de Neoliner Origine qui est visible. Écoute, je te remercie beaucoup Jean pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, c'était très Merci intéressant, et longue vie au Neoliner du coup j'ai envie de dire. Merci. Merci, belle journée.